Chapitre 5. Mon travail quotidien était peu glorifiant. Je ne notais pas d'amélioration. Je voyais mes patients muter comme des molécules d'ADN géantes, puis revenir de manière spontanée à l'état initial à peine modifié. Je passais mon temps à identifier ces nouveautés pour les classifier à nouveau, puis à constater que tout avait changé, mais que le résultat était quasiment identique. Je commençais à désespérer de trouver une quelconque solution à cette boucle. La psychiatrie classique me parut insuffisante. La médication à elle seule n'était pas capable de guérir mes souffrances. Je me sentais impuissante, étriquée dans ce cadre. J'entamais l'exploration de nouvelles pistes. Je me lançais dans l'étude théorique de la bibliothérapie, l'art-thérapie, la médecine chinoise, les remèdes de grand-mère, la philosophie, la psychologie, la spiritualité, la pensée positive, le développement personnel, la méditation en pleine conscience, l'hypnose, la transe chamanique, la neuroplasticité, l'ayahuasca, la cocaïne, l'alcool. Autant de disciplines qui devaient me permettre de comprendre mieux le cerveau et son fonctionnement. J'étais perdue. D'élève modèle à la faculté de Montpellier, puis de professionnel discipliné, j'étais devenue une psychiatre qui n'écoutait plus pendant les séances. Vous dormez, docteur? Non, madame Duteuil. L'ordonnancier, ma présence physique au cabinet, le besoin grandissant de la société en solutions toutes faites, suffisaient à faire tourner mon affaire. Mais la conviction, la vocation, le cœur avaient quitté ma pratique. L'ennui m'envahissait, la passion n'était plus là. Je rédigeais la première ordonnance à mon endroit. Des tiens-bons, des solaires, des gespéridones. Si c'était bon pour eux, ça le serait aussi pour moi. J'ajoutais en connaissance de cause des cocktails, des vrais, des liquoreux. J'en connaissais les limites, les dangers, la toxicologie. Bloody Mary, T-Punch, Sex on the Beach. Je montais un bar à domicile. Les pilules bleues, roses, blanches, les liquides jaunes, oranges, diamants, bleus, verts égayaient mes soirées. Ma nouvelle manie ne dérangeait personne car depuis bien trop longtemps j'étais seule. Mes études envahissantes et mon sérieux avaient fait fuir mon dernier petit ami. Il travaillait depuis une dizaine d'années quand moi j'attaquais tout juste mon internat. Il avait choisi dès ses 18 ans une voie technique, mécanicien marine. Les mains dans les moteurs du matin au soir. Comme tous les ouvriers de son domaine, il terminait ses journées vers 16h30. À 17h, il posait ses chaussures de sécurité dans l'entrée. Pas toujours ponctuel au gré des aléas des chantiers en cours, mais globalement constant. Régulier, il passait ensuite sous la douche pour rincer le sel déposé sur sa peau par les embruns du porc. Il prenait le plus grand soin de ses mains. La seule note de fuchsia de l'appartement venait du savon spécial, rose vif, qu'il utilisait pour les laver. Moi, je rentrais rarement avant 18h, travaillant même parfois la nuit pendant mon internat. Je déposais ma veste sur le porte-manteau, un bisou sur ses lèvres fraîchement sorties de la douche, et je m'enfermais déjà pour réviser. J'avais adoré l'avoir à mes côtés. Son caractère terre-à-terre et manuel m'avait largement rassuré. Lui admirait le fait qu'un jour je puisse devenir docteur. Il n'avait pas validé mon choix de spécialité puisque pour lui la psychiatrie n'avait rien de scientifique et ne faisait même pas partie de son univers. Originaire du Bénin, il avait baigné toute son enfance dans la culture vaudou. Dans son monde, la maladie psychique était un envoûtement, une possession, le signe d'une autre dimension. Une personne délirante était un pont entre nous et le ciel, un messager à écouter, pas un marginal limité à ses souffrances. Il ne fallait pas la faire taire, mais y prêter attention, la comprendre. Les signaux divins s'estomperaient si l'information qu'ils contenaient était bien assimilée et transmise. Le but ultime des symptômes était dès lors atteint. Mon choix avait donc été créateur d'une incompréhension profonde entre David et moi. Le dialogue s'était
émoussé au fil du temps qu'il préférait passer toutes ses soirées à la pêche. Sa mère, comme passion, occupant ses journées et désormais ses nuits. Son psy à lui, son confident, c'était la mer avec ses mystères et sa profondeur. C'est à elle qu'il livrait son cœur. Et puis, peu à peu, la relation se dégrada. Moi de me lier avec mes bouquins, lui à la Méditerranée. Jusqu'au jour où la note laissée sur la table ne mentionnait plus seulement je suis à la pêche, mais je pars. Je pars en mer pour 6 mois et je pars aussi de ta vie. Je ne te reconnais plus. Ta psychiatrie t'a transformé. Je ne veux plus vivre avec un zombie. Je vérifiais les armoires, les placards, les étagères à CD, sa partie de bibliothèque. Il avait tout vidé. Sa brosse à dents, ses rasoirs, le reste de linge dans le panier. Il ne restait de lui que des effluves et ce mot. Concis, sec, viril, et c'était tout. De ce jour, je n'eus aucune nouvelle. Son souvenir m'accompagna pendant toute la durée de mon internat. Je fonçais dans la course au diplôme avec une once de culpabilité et de doute sur cette spécialité qui avait fait basculer ma vie. Je me poserai des questions plus tard. Je n'avais vraiment pas le temps de m'appesantir. Depuis l'heure, j'avais validé mes diplômes. J'avais pratiqué. Ces hésitations mises de côté depuis si longtemps affluaient en vaguelettes, me submergeant progressivement comme la marée recouvre tout à ses heures. Doute, conviction, engagement, comme autant de cadavres noyés qui remontaient désormais à la surface. Je n'y pouvais rien. C'était donc sans crainte de gêner un éventuel concubin que je m'adonnais à des expérimentations scientifiques et colorées, mélangeant cachets et liqueurs harmonieusement. J'avalais 2 Tiens-Max roses et un grand verre de Campari jaune-orangé. Magnifique et savoureuse palette. Ce tableau gastronomique faisait son effet par bouffées. Des inspirations et des expirations de réminiscences émotionnelles tristes aux saveurs salées, venues du fond de mon être. Avant ma spécialisation, je n'avais pas peur de vivre, d'échanger, d'exister. David avait eu finalement raison. Comme une prophétie, ce choix m'avait changé. Je n'osais plus vivre. J'étais devenue l'ombre de moi-même, un zombie. Je m'étais transformée, sans m'en apercevoir, en psychiatre à la maison aussi. Je ne participais plus aux conversations. J'écoutais, j'acquiesçais, je jugeais, je classais, et puis quand les mots se taisaient, je m'enfermais pour étudier. Sirotant mon orangeade, qui n'en avait que la couleur, je me rassurais en avalant un autre cachet rose, censé me permettre de relativiser les conséquences de ce choix. Psychiatre, c'était une destinée, une vocation, un besoin, et maintenant je ne savais même plus qui j'étais. Ce soir-là, en pleine tempête émotionnelle, je décidai que ma vie ne ressemblerait pas à ce que je vivais à cet instant. Si besoin, je fermerais mon officine. Peut-être irais-je travailler en hôpital. J'espérais y trouver de réelles solutions humaines, puisque le rapport à l'argent y était négligeable. La centaine d'euros que me versaient jusqu'à présent mes patients les obligeait à me faire confiance. Ils se seraient sentis idiots de ne pas le faire, au vu de l'investissement. Le rapport médecin-souffrant était forcément différent en hôpital. Les patients seraient plus libres de me faire confiance ou pas. Je prenais un poste de directrice dans un établissement à taille humaine. Une cinquantaine de lits et des usagers destinés à y séjourner moins de 6 mois. Les résidents arrivaient en crise, on les apaisait, on les stabilisait, les réinsérait, puis on les renvoyait dans leur vie. Je m'étais remise à fumer juste après la fermeture de mon cabinet. Je n'avais pas allumé une seule cigarette depuis la faculté. Mes parents avaient trouvé ça hors de propos. Te remettre à la clope à ton âge, m'avait dit ma mère au téléphone. C'est ridicule, Sophie.
avait-elle ajouté. Oui, mam, on se rappelle plus tard parce que là, je suis occupée, mamie. Puis, j'avais hâtivement raccroché. Comme tous les matins, j'arrivais un petit quart d'heure en avance pour prendre mon café et défouler mon mal avec une ou plusieurs bouffées de cigarettes. Je me mêlais aux gens agglutinés auprès des cendriers à l'entrée des bâtiments. Il pleuviotait. Les fumeurs étaient réunis sous l'auvent trop exigu pour nous contenir tous. Celui-là traînait derrière lui sa perfusion sur un trépied encombrant. La seconde assise sur un fauteuil roulant, deux traumas, plâtrés et munis de béquilles embarrassantes. Tout ce matériel réduisait d'autant la place et me poussa hors de l'abri à mettre ma capuche. Il pleuvait aujourd'hui, mais hier, je n'avais pas travaillé et avais pu profiter d'une exceptionnelle journée ensoleillée d'après-saison. Le mois de septembre, quand on avait la chance de bénéficier d'un été indien sur la Côte d'Azur, était une des périodes les plus agréables. J'avais profité de la place laissée par les touristes rentrés chez eux pour aller à la plage. Mon regard se perdait dans le balai des ambulances, des blanches de compagnies privées, des rouges, celles des pompiers, des bleues, celles des gendarmes, respirant la fumée. Un véhicule carmin libéra deux combattants du feu en tenue. Je me délectais pudiquement de leur esthétique d'athlète. La vue des pompiers en uniforme était réconfortante et je savais qu'ils expérimentaient le même sentiment vis-à-vis de nous. Ils aimaient la compagnie féminine des infirmières et des médecins. C'était donc logiquement dans un sentiment de sécurité et de réassurance de genre que nous nous retrouvions pour partager un moment dès que l'occasion se présentait. Ce jour-là, ils venaient de déposer un éclopé. Rien de méchant, à peine une cheville cassée, si l'on s'en tenait à la facilité et à la bonne humeur avec laquelle ils avaient effectué le transfert. Dans l'équipe, je reconnus Thierry, avec qui j'avais déjà discuté à plusieurs reprises depuis mon arrivée. La première fois que j'avais mentionné ma spécialité, il avait eu un temps de recul, mais c'était passé. Il me salua et me fit signe de l'attendre. Il me rejoint avec deux gobelets de café brûlant. Je le remerciai, inclinant ma tête et levant ma tasse, comme lorsqu'on veut porter un toast. C'est tragique cet accident, lui dis-je. Ah oui, hier, dit le pompier en riant nerveusement. J'y étais. En fait, toute la brigade y était. Même la brigade des Bleus. On était au moins 30 uniformes dans ce capharnaüm. Ah, tant que ça? Oui, gros plan rouge, plus de 10 blessés et 4 bagnoles accidentées. Oh! Il se mit à rire d'un rire expiatoire, puis tout ça comme pour expulser un morceau qui serait resté coincé dans la gorge. Il continua, la voix entrecoupée de silence et de sourires gênés. On a trouvé 5 blessés légers, 4 graves et 3 cadavres. Eh oui, toi, les blessés du corps, tu ne les vois pas dans ton service. Tu récupères les pompiers qui ont l'âme brisée. Il riait toujours. C'est ça, lui répondis-je. Puis il l'ajouta d'un ton plus sérieux. On a amené 3 corps à la morgue, chez Jocelyne, me dit-il. 3 corps, mais seulement 2 têtes. S'ensuivit une pause silencieuse comme commémorative pour la douleur des défunts et celle de ceux qui les avaient recueillis, en l'occurrence Thierry et son équipe. Jocelyne n'était pas trop contente. Elle nous a dit qu'elle préférait pouvoir regarder les gens bien droit dans les yeux. Il lança un dernier rire à peine étouffé et dit en jetant son gobelet et en se mettant en marche vers le camion rouge. Bon, sur ce, docteur, on a du boulot, nous. Allez, bonne journée, doc. Je récupérais des personnes bien amochées dans mon service, mais avec la tête fixée sur les 2 épaules. Oui, elle était bien en place, mais dans mon cas, souvent, elle n'était plus vraiment reliée au reste. C'était un peu pareil, sauf que c'était plus discret. Au fond, c'est à moi qu'étaient dévolues les décapités virtuels. Problème de câblage. J'étais un peu informaticienne.
Il s'agissait de connecter à nouveau. C'était possible, je présumais, tant que le cerveau trônait toujours. J'écrasai mon deuxième mégot dans le gros cendrier en pierre reconstitué et remontai dans mon bureau. Sur ma table, je trouvai un nouveau dossier qui correspondait à une récente admission. Une jeune femme de 23 ans incorporée la veille. Comme la procédure le voulait, les entrées administratives étaient accompagnées d'un rapport retranscrivant les faits et les dires des arrivants, justifiant leur hospitalisation. Voici ce que je lus. Sophie Crizen, internement à la demande d'un tiers. Famille proche. Reçu à 18h30, 15 ml de relax et 10 ml de gespéridone en intramusculaire. Femme, 23 ans, en délire psychotique. Se prend pour un médecin chercheur spécialiste du sida et persuadée qu'elle est infestée par le VIH. Information non vérifiée par nos services. Injection intramusculaire classique dans ce cas. Renvoyez vers vos services pour un accueil en isolement dans un premier temps. La décharge administrative est signée par ses parents. Néanmoins, aucun avis médical n'est adjoint. État calme avant et après injection. Chapitre 6. Quand j'atteignis l'hôpital, le soleil était haut dans le ciel. Nous avancions d'un pas cadencé. Nos mines étaient grisâtres, assorties aux chandails que nous portions sur nos épaules. Les 28 degrés ambiants n'arrivaient pourtant pas à nous réchauffer. Tous les 5, concentrés, omnubilés et déterminés par la tâche qui nous avait conduits jusqu'à la double porte automatique, marquant l'entrée du service des urgences. Nous nous frayâmes d'abord difficilement un chemin sur le parking. Nous zigzaguions les uns derrière les autres autour des véhicules officiels garés juste devant. Des ambulances privées blanches avec gyrophares bleus, des véhicules de gendarmerie bleus avec gyrophares bleus, des véhicules de secours et d'assistance aux blessés VSAB rouges avec gyrophares bleus. Je fus prise en charge dès mon arrivée. Le reste de ma troupe attendait dans le vestibule. Je me trouvais seule face à un homme en blouse blanche. Mon esprit totalement ailleurs. L'angoisse qui prenait naissance au niveau de mon estomac se propageait dans tous mes muscles, les tendons. J'étais comme transi de froid. Cette visite inattendue dans un service hospitalier élevait de manière significative mon niveau de stress et d'adrénaline. C'est alors que je sentis l'aiguille. Je fermai les yeux un moment. Quand je les rouvris, mes idées défilaient toujours à une allure folle. J'aperçus le médecin. Son visage était fermé. Il me tourna le dos, tira un tabouret et s'attabla. Je ne le regardais pas. Mon énergie du moment me servait à essayer de rassembler mes esprits, ne pas hurler de peur, ne pas sauter de mon fauteuil. J'étais une flaque de mercure s'efforçant de se contenir d'un seul tenant. J'essayais de ne pas me scinder en 1000 petites billes métalliques, de ne pas me disperser, de ne pas me répandre. Du coin de l'œil, je le vis poser une goutte de mon sang sur une lamelle. Étrangement, cette vision m'apaisa. Ou alors, n'était-ce pas cette scène? Néanmoins, je sentis tout doucement mon angoisse diminuer, comme si le mercure dont je me sentais constituée à ce moment-là était maintenant contenu dans les fibres d'un énorme carré de coton blanc. Le docteur quitta la pièce. Je me retrouvai seule, un long moment. Quand il réapparut, j'étais semi-endormie, retenue uniquement par les accoudoirs et la position allongée du fauteuil d'auscultation. Il me considéra d'abord en silence. « Vous vous sentez mieux ?
Je ne répondis pas. Je tournai difficilement mon visage en sa direction pour signifier que j'étais encore vivante. Il respira encore, puis articula à demi-mot: « Je dois vous annoncer quelque chose concernant vos résultats. » Il prit une pause, gonflant son thorax avec de l'air neuf, puis m'annonça: « C'est positif. » Cela signifiait que j'étais infectée d'anticorps et de protéines dites ELISA. Leur taux était supérieur à la moyenne. J'étais positive. Mon sérum faisait réagir le test. Je n'avais pris aucun risque particulier, même lors de mes nombreux voyages en Afrique. Pas de possible transmission par les voies classiques, aucun rapport sexuel non protégé, pas de contact avec du sang contaminé, pas d'utilisation de seringues. Non, rien de tout cela. Mon système était pourtant bel et bien en alerte. Pour le laboratoire, un test positif devait être suivi d'une prise en charge immédiate. Ma famille s'en doutait. Ils m'avaient conduite là, dans le but de vérifier leur hypothèse. Ce voyage à l'hôpital était prémédité. Ils avaient aussi en tête que je réalise le deuxième test et que si mon infection était médicalement confirmée, j'attaque le plus rapidement un traitement. Ils savaient que de mon plein gré, je n'aurais pas envisagé de prendre les prescriptions lourdes en cas de séropositivité. Le protocole était très strict et il n'y avait pas de place pour l'approximation. L'impératif menait la danse. En tant qu'humanitaire, j'avais bien été confrontée à la malaria ou à la lèpre lors de mes campagnes. J'expliquais donc mon taux d'anticorps positif par une réaction naturelle due au contact avec ces différents germes. Si je n'avais écouté que moi-même, j'aurais laissé passer la crise et attendu un peu pour refaire le test. Le temps de m'éloigner de ces foyers infectieux et voir si Elisa réagirait toujours positivement. Je me disais qu'une fois loin de ces contagions, mon taux d'anticorps diminuerait de fait. En réalité, mes histoires d'Afrique avaient été totalement ignorées par le chef de service. Il préférait se baser sur une hypothèse plus scientifique pour expliquer l'emballement de mes défenses. Le test. Un résultat positif signifiait une infection VIH par un raccourci qui consistait à poser l'hypothèse que les anticorps présents sur la bandelette appartenaient sans conteste au virus. Ma suggestion de surexposition aux pires pathogènes qui existaient lors de mes nombreux déplacements et qui aurait pu expliquer pourquoi le nombre d'immunoglobulines était si élevé fut balayée par la certitude que c'était le sida. On m'avait répondu sans ambiguïté que les 3 barres ne souffraient ni doute ni remise en question et que la réaction devait être rapide. Ils ne me laissaient pas le choix. Je n'étais plus le médecin mais le patient désormais. Mes mécanismes de protection étaient en alerte. La production de protéines défensives à son maximum, emballées comme des chevaux au galop. Une seule cause avait été évoquée, le VIH. Le risque était maintenant une surproductivité immunologique entraînant la destruction de mes protéines de défense entre elles et ramenant ainsi mon taux de globules blancs au plus près de 0. L'explosion des lymphocytes T4, des débris cellulaires éparpillés dans ma lymphe et mon sang, débris de protéines, débris de noyaux, débris d'ADN et d'ARN. La fabrique d'anticorps anéantie, réduite à néant, on évaluerait ma charge vitale en mesurant le taux d'ARN de mon sang. La PCR révélerait une charge d'ARN importante. ARN attribué lui aussi au virus. On me déclarerait officiellement séropositive, mais non malade, juste séropositive. Par la suite, je déclarerai un ou plusieurs des syndromes. Pas une maladie, des syndromes d'immunodéficience. Le sida a été déclaré au moment même où je contracterai une des maladies du syndrome, malaria, tuberculose. Autrement dit, la cause même de ma prétendue séropositivité
me tuerait après coup par sida. Je mourrais de malaria, tentant d'expliquer par VIH ou sida la chaîne de causes et effets biochimiques de l'infection par cette intruse. Le sida n'était que l'explication détaillée et biochimique de la victoire de la malaria sur mon immunité. Mais personne ne pouvait le prouver, car on avait pratiqué le test ELISA et avait ignoré ma suggestion dès le départ. On n'avait recherché ni malaria, ni tuberculose, ni autre chose. Est-ce que toutes les victimes de la lèpre ou du paludisme réagissaient positivement au test ELISA? Il était bien possible qu'elles fissent apparaître 3 barres elles aussi. Un test positif, c'était l'embryon d'une autre infection déjà connue. Je devenais folle. Mon hypothèse n'avait aucune piste sur les urgentistes. Mon curriculum vitae de médecin humanitaire n'y faisait rien. Ils restaient butés. Ils ne cherchèrent aucune autre piste. Leur regard sur moi changea dès l'annonce des résultats. J'étais déshumanisée. J'étais une nouvelle sidéenne à prendre en charge. On ne guérissait pas du sida. On retardait l'échéance où l'une des maladies du syndrome prendrait le dessus. Un mélange de médicaments antirétroviraux retarderait la prise de pouvoir des pathogènes en empêchant de manière indifférenciée la reproduction des cellules saines ou infectées. Une infection tuberculeuse se soignait beaucoup plus facilement sur un sujet sain que sur un sidéen, justement à cause des antirétroviraux. La peur qui me glaçait était une des peurs les plus primitives et universelles, la peur de mourir. J'étais face au précipice que l'on s'imagine quand on pense à la mort. Je ressentais le sang qui passait dans mes veines, brûlant des feux de ce mal invisible qui voulait me voler mon souffle. Je compatissais à la douleur des milliers de personnes qui avaient rendu leurs armes à ce virus jamais observé. Respiration courte, coupée, hachurée, comme à la fin d'un premier saut à l'élastique. Je succombais, n'acceptant pas ma souffrance. Je basculais dans la panique, ressentant jusque dans mes os la fin probable de mes expériences sur la vie. Cette brûlure intense envahissait jusqu'à mon esprit. Tant de gens que je ne verrai plus, tant de problèmes non solutionnés, tant de choses non faites. La culpabilité, les regrets, le manque, l'ignorance de l'humanité, son refus de voir les choses en face, de lutter pour survivre, et moi qui ne pourrais plus participer. Je ne pouvais pas avoir le sida. C'était forcément une erreur, pas moi, pas maintenant. Une voix hurlait dans ma tête. Je suis docteur, c'est moi le savant. Je vous affirme que c'est impossible, vous vous trompez. Je ne suis pas folle, je vous le prouverai. Allez au diable, incompétent. Un jeune docteur tenu au secret déboula à ma rencontre dans le service des urgences. Il se présenta. Je suis l'interne de garde en psychiatrie. Je m'occuperai de vous en attendant le retour de ma directrice. Suivez-moi. Ça va mieux? La piqûre s'est bien passée? Je ne répondis rien, comme anesthésié par ces chamboulements. Il nous conduisit dans une aile plus tranquille du bâtiment. J'y retrouvai ma famille en pleine discussion murmurée. Ils avaient dû penser que plus de calme serait propice à une conversation comme celle qui nous attendait. Le jeune docteur m'indiqua de m'asseoir sur une chaise dans une salle qui ressemblait à un réfectoire de cité universitaire. Il ne manquait que les affiches des menus à prix hyper réduit. Portant le logo du campus universitaire. Je me retrouvais seule, attablée dans cette salle, à la peinture écaillée. Mes compagnons avaient suivi le jeune diplômé dans un bureau attenant. Il s'était excusé en me demandant si ça ne me gênait pas d'attendre un moment. Il avait à s'entretenir avec les miens.
J'acquiesçais docilement, même si mon approbation ne paraissait pas réellement nécessaire. Seul, dans ce réfectoire, les angoisses remontèrent. Cette salle si grande et si vide. Je me croyais dans un hôpital désaffecté, comme en zone de sécurité après Tchernobyl. À force de pertinence de ces impressions catastrophiques, mon regard se mit à relever et à noter tous les signes de vieillissement du bâtiment, renforçant la véracité de ma croyance du moment. Les barreaux aux fenêtres, anciennement peints en blanc, mais qui avaient une dominante rouille aujourd'hui. Des barreaux aux fenêtres. La peinture jaune pâle écaillée sur les murs. Les infiltrations visibles par les auréoles sur les plafonds, ovales ou rondes, superposées. Les moisissures dans les angles et les arêtes. La putréfaction des encadrements de fenêtres. Le silence envahissant, brisé de temps en temps par un cri de chien mourant par irradiation type gamma. Ma solitude et mon espérance dans cet endroit me parurent des années. Je demeurai sans avoir idée de la suite des événements. J'entendis des sons de voix humaines. Ça devait être eux. Non. Les voix se rapprochaient, pourtant je ne pouvais plus comprendre ce qu'elles disaient, mon cerveau pétri d'angoisse. Les sons se déformaient. Sophie, tu es foutue, tu es déjà morte. Sophie, t'es où? Prends la porte. Je ne savais plus. Des voix et pas d'image. Personne. Puis d'autres voix. Elles me semblaient plus appuyées, plus réelles. Je pouvais cette fois sentir les ondes sonores qui les transportaient jusqu'à faire vibrer le marteau, l'enclume et ma cochlée. Cela était réel, ou du moins il provenait de l'extérieur, c'était sûr, mon oreille ne s'y trompait pas. Les bruits de pas laissèrent la place à une présence physique, me confirmant l'origine externe de ces sons. Je compris la différence entre vibrations vocales et paroles internes, et pourtant tout novice s'y serait trompé. En effet, mon angoisse et ma peur avaient bien une voix que je pouvais entendre, mais elle n'était pas précédée de l'onde sonore comme celle provenant de l'extérieur. C'étaient bien eux, mes 4 compagnons et le résident. D'un côté, c'était flagrant, leur expression faciale n'était pas rassurante. D'un autre côté, je parvenais, en regardant ces visages familiers, à l'exception du docteur, à ressentir la bienveillance et l'amour qu'ils dégageaient pour moi, au-delà de leur peur et de leur abattement que je ne m'expliquais pas encore. Ces gens avec qui j'avais passé tant de nuits blanches à potasser sur des projets professionnels et scientifiques étaient maintenant comme ma propre famille. La peur pouvait se lire dans leurs yeux pétillants et humides. La position horizontale ou inversée des angles de leurs lèvres me confirmait que l'étincelle de leurs pupilles était une larme triste en formation. Les résultats des premiers tests devaient être tombés, et cela avait l'air d'être plus compliqué que prévu. Ils s'assirent autour de moi, l'apprenti psychiatre prit la parole. On a quelque chose à vous annoncer. S'ensuivit une pause. Je ne disais rien, attendant la suite, essayant de ne pas entendre l'écho de cette phrase dans ma tête. Ils veulent te dire que tu vas y passer, ma vieille. Les tests sont moins bons que prévu, ajouta-t-il. Le silence, à nouveau, laissa la place aux sécrétions lacrymales pour se former. J'observais la scène, évitant de donner trop d'importance à ce je ne sais quoi dans ma tête qui me hurlait. Ils ont truqué les résultats, c'est sûr, c'est un piège, ce n'est pas ta place. Vous devez rester par sécurité, lâcha-t-il enfin. Je compris alors que j'étais condamné à vivre un moment dans l'enfer de cet étrange Tchernobyl.
J'ai accepté ma situation sans résistance ni commentaire. Je prenais sur moi pour ne pas crier ou partir en courant. Mais il venait de le dire. Si vous fuyez, on appellera la sécurité. Alors, inutile de créer des problèmes, madame. Mes mauvaises pensées et sensations m'avaient pourtant préparé à quelque chose de désagréable, mais jusque-là, je ne voulais pas vraiment y croire. Ma mère balbutia quelque chose comme ta couverture ici sera que tu as eu quelques bouffées délirantes. Le protocole médicamenteux est celui que nous avions échafaudé ensemble. Suis-le. Je pensais que cette couverture-là ne réchaufferait guère mes nuits. Je ne comprenais pas tout, j'étais dans un état second, les mots résonnaient dans ma tête sans véritable sens. Je me taisais regardant les visages comme on admire une toile de maître, omnubilée par la scène. L'ambiance sonore formant un brouhaha, un vacarme dans mon crâne. Les bruits devenaient des mots puis des phrases, m'informant comme un sixième sens que tout n'était pas vraiment exprimé. J'avais l'impression que mon cerveau me révélait à haute voix les non-dits. Ils vont te faire passer pour folle, tu vas voir. Cette voix qui me parle, mais c'est qui? Je ne la reconnais pas, mon père peut-être? Ses lèvres se mirent à vibrer et je distinguai qu'il s'adressait bien à moi sans pour autant être certaine ni du sens ni du contenu de ses propos. Le responsable du service passera tous les jours faire des tests expérimentaux nécessaires. On ne peut pas te dire combien de temps tu devras rester. Prends ton mal en patience. Dis-toi que c'est pour la science que tu fais cela. Un plateau repas fut déposé bruyamment devant moi, interrompant mon dialogue interne. Pardon, pardon, c'est le dîner, prononça le serveur en blouse blanche lui aussi. Ils se levèrent pour s'écarter. Ils se dirigèrent vers moi, l'un après l'autre, et me posèrent chacun une bise sur la joue. Je ne les regardais pas et doucement ils quittèrent les lieux. Je me retrouvais seule, hébétée face à la nourriture que j'ingurgitais par habitude. Tout était désormais flou, les images, les sons, les sensations. La nourriture dans ma bouche était insipide. N'y avait-il pas ma famille? Où suis-je? Rêve-je? Je portais la cuillère vide à ma bouche, machinalement. On me mit dans une sorte de grand couloir. Pas de souci. Dormir ici ou là, c'était pareil. Et puis j'étais tellement lourde, comme assommée. Je le faisais pour sauver le monde et éradiquer le sida. Finalement, c'était moi le grand chercheur, le scientifique de renom. Je connaissais ma mission et ses enjeux pour la planète. Il m'aurait fait dormir sous un pont que je l'aurais accepté. Une chambre pour moi toute seule. Je me souviens du lit et puis du poids de mes paupières et puis plus rien. Un sommeil noir, sourd et amnésique. Je me réveillai enfin, comme sortie d'une nuit interminable. Le sommeil avait été à la fois profond et léger. J'avais l'impression de ne pas avoir dormi, tellement mes rêves avaient été réels, voire même surréalistes. Et ce matin, je n'étais pas vraiment reposée. J'étais lourde, comme sortie d'un coma. Je ne savais ni où je me situais, ni pourquoi. Une fois mes esprits retrouvés, cette impression d'inconnu me fit peur. La mémoire me revint et je me souvins de la peur que j'avais ressentie la veille, bien que je ne me rappelasse plus sa cause. Je me levai de ce lit au design du siècle dernier, un lit de dispensaire tout au plus. Sa structure métallique, repeinte 1000 fois, à en juger par l'épaisseur des coulures, le sommier grinçant et mou en losange grillagé, le matelas à gros ressorts, très inconfortable. On était loin du lit d'hôpital avec télécommande qui permet de monter, descendre, surélever tête ou pied, d'une simple pression. Les draps rêches
et d'un beige jaune couleur lin naturel respirait le vieux et la naphtaline. Je me trouvais dans une auberge de jeunesse, c'était sûr, je ne pouvais pas me tromper. Une grosse couverture en laine marron avec les bouloches me confortait dans cette idée. Mais alors, que faisais-je là? Je remarquais sans me questionner les barreaux à l'extérieur et les cadenas aux fenêtres. La porte de ma chambre était entr'ouverte. Je sortis une tête, puis d'un mouvement de hanche, mon corps tout entier se retrouva dans le long couloir. Il n'y avait rien ni personne, sinon d'autres portes fermées. Je longeai le corridor, puis poussai une des portes sans réfléchir. À ma grande surprise, elle s'ouvrit sans forcer. N'osant pas l'enfoncer jusqu'à la buter par crainte de ce que je pouvais découvrir à l'intérieur, j'entreaperçus une cellule identique à la mienne. Le lit était fait au carré, aucun objet personnel ne traînait dans la pièce. La poussière tombait sur les meubles comme un crachin breton. Ce phénomène rendu visible par le prisme des raies de lumière qui traversaient l'espace. Je conclus rapidement qu'elle devait être inoccupée. Je refermai et prolongeai mon exploration vers la porte suivante. Je l'ouvrai, mais celle-ci me résista. J'explorais maintenant mon environnement comme une aventurière, excitée par la nouveauté mais prudente. D'autant que je m'aperçus que je n'étais vêtue que d'un simple pyjama bleu. J'opérai un scan visuel des lieux dans lesquels je me situais, ainsi que le bilan des ressources à ma portée afin de planifier au mieux mon intégration et ma survie. Je ne possédais à ce moment-là que le simple vêtement de nuit qui me couvrait. Je n'avais pas souvenir d'avoir vu à mon chevet le moindre objet personnel. Les cheveux en bataille, je n'avais même pas de quoi les attacher. La porte suivante s'ouvrit sur une salle de bain impressionnante car gigantesque. Une baignoire de taille standard, un WC, un lavabo aligné sur un pan de mur, une pièce surdimensionnée, disproportionnée si on se fiait aux critères architecturaux classiques qui prétendaient qu'on ne mettait pas de vestibule ni d'entrée dans ce genre de lieu. Espace irréel qui ne m'inspirait rien sinon que de m'endormir pour 100 ans dans l'eau chaude et la vapeur saturante d'un bon bain. Tout au bout du couloir, je découvris un espace qui faisait vraisemblablement office de salon. Deux canapés et un fauteuil assortis étaient répartis autour d'un écran de télé d'un autre âge. Un de ceux à l'arrière bombé, volumineux et lourd. La profondeur de la télé, ainsi que la forme concave de l'écran, les canapés aux assises en velours vert bouteille et leur structure en bois couleur naturelle foncé et laqué me confirmèrent l'hypothèse que je me situais dans un centre de jeunesse dont le mobilier aurait été chiné chez Emmaüs. Une autre idée se profila dans la torpeur de ma pensée. J'avais fait un saut dans l'espace-temps et je vivais désormais dans les années 1980, comme Hibernatus ressorti du caisson. Cette supposition aurait aussi expliqué de manière rationnelle la lourdeur de mon corps et l'impression que ma boîte crânienne avait servi de siège pour un exercice incendie, comme lorsqu'on saturait l'espace de fumée artificielle afin de reproduire au mieux la situation dangereuse. Je décidai d'allumer la télé et m'assis sur le fauteuil individuel armé de la télécommande. Mes jambes recroquevillées et collées à mon torse. La mire fit place à du son, et puis à des images. L'émission défilait mais ne donnait aucune indication ni sur le lieu ni sur l'époque dans laquelle je me situais. Il y aurait pu y avoir, comme dans les hôtels chics, un message m'indiquant « Bienvenue au Ritz » ou « Le Martinez vous souhaite un séjour des plus agréables ». Non, rien de cela. Mes paupières lourdes, j'attrapai une des couvertures de laine pliées sur le grand canapé.
Les images s'enchaînaient, les sons, les voix, le silence. Mon angoisse bien présente, comme maintenue à distance par la torpeur qui me poussait dans le sommeil, je m'assoupis. Ce fut à mon réveil que je m'aperçus que mon isolement n'était que partiel. Mon âme, incarnée dans le corps d'un jeune homme, m'observait du coin de l'œil. Une âme incarnée dans le corps d'un jeune homme m'observait du coin de l'œil. Il me semblait m'être endormi sur le fauteuil individuel, pourtant, alors que ma conscience réintégrait mon corps, je trouvais celui-ci étendu en chien de fusil sur le grand canapé du salon. Je pris alors en considération qu'en effet je n'étais pas seule et me dressai en position assise comme si de rien n'était. Je dévisageai furtivement mon compagnon. Son regard fuyant me prouvait que j'avais eu raison de ne pas m'appesantir. Ce jeune homme était particulier. Ses yeux étaient grands ouverts, comme écarquillés par deux allumettes invisibles, et durant tout le temps où j'examinais l'individu, je ne le vis jamais cligner des yeux. Le fait que je pouvais voir sa langue me parut plus surprenant encore. En temps normal, c'est une partie de l'anatomie des gens que nous ne pouvions décrire en détail qu'après un long travail d'apprivoisement réciproque. Lui était planté devant moi, toute langue dehors, comme un chien essoufflé. Le halètement des battements de son cœur en moins. Sa langue était dure et tendue, exposée à ceux qui le croisaient sur son passage. Un être étonnamment immobile, comme un colloque grec. Il se mit soudain à me parler. Je vais me reposer. Quelle ne fut pas ma surprise! Ma stupéfaction était comparable à celle de l'aviateur en panne dans le désert quand il rencontra pour la première fois son petit prince. Bien que la poésie de cette situation fût bien moindre que celle de Saint-Exupéry. Il ne me dit pas « dessine-moi un mouton », mais plutôt essaya de sortir un son intelligible de ses entrailles. Le pauvre avait du mal à articuler un mot avec sa hernie de langue. Celle-ci, sortie de son emplacement d'origine, débordait largement de sa bouche comme celle d'un gamin grimaçant. Il se leva doucement et quitta la pièce. Le reste de son corps avait l'air d'être toujours dans l'axe, bien que fonctionnant très au ralenti. Ce fut un soulagement de constater qu'il réussissait à se déplacer correctement, car voir un personnage, la tête inversée à 180 degrés, m'aurait vraiment déstabilisé. Moi qui ne savais pas déjà si c'était le matin ou l'après-midi, mon cerveau arrivait à intégrer qu'une protrusion irrépressible de langue pouvait exister, mais je sentais que j'étais à la limite de ma capacité d'ouverture d'esprit. Cette vision me transporta néanmoins dans la pleine époque du cubisme, où les éléments du visage, bien que tous présents, n'étaient pas disposés dans le sens où on les attendait. Et puis j'étais paniquée. Ma mémoire me défaillait, ma mémoire qui défaillait, ne m'aidant pas à me resituer ni dans le temps ni dans l'espace. Une chose plausible était que je percevais comme une quatrième dimension à laquelle on n'avait pas accès habituellement. J'avais peur. Des bruits de métaux qui s'entrechoquaient, des gonds de porte, des voix humaines vinrent rompre brutalement mon introspection. Dans ce qui ressemblait à un énorme vacarme,
en comparaison du calme presque funèbre qui régnait ici. Une femme et un homme d'environ 40 ans chacun déboulèrent depuis le couloir vers la salle télé où je me trouvais. Le contraste avec le jeune homme sorti de Guernica, fixe, figé, tel que Picasso aurait pu le créer dans une version sculpturale, était flagrant. Ces deux-là étaient bien vivants, animés, discutant ardemment dans des éclats de son et des mouvements de corps. Leurs bras se levant et se baissant en rythme avec les inflexions de leurs palabres. Sûrement qu'ils étaient italiens pour utiliser leurs membres comme support de communication. Ils étaient vifs à tel point qu'à y regarder de plus près, on aurait pu les qualifier d'agités. La femme me remarqua et s'adressa immédiatement à moi, ne se préoccupant pas d'interrompre tout de go la conversation emportée qu'elle entretenait avec l'homme. « Salut, tes nouvelles? T'es arrivé quand? On t'a pas vu? Et pourquoi t'es là ?» Son agitation m'envahit comme contagieuse. Je me sentis agressée par ce flot de questions et par ses membres supérieurs qui continuaient de gesticuler seuls. Son empressement m'évita de répondre puisqu'elle formula elle-même la réponse et me la communiqua. « Putain, tu captes rien! Mais t'es perdu là ou quoi? Tu sais où t'es? » « Non, c'est HP ici. Hôpital psychiatrique, les fous, les zinzins, les cinglés, les fadas, les fondus, les débiles, les tordus, les bizarres, les psys. Essaye de sortir pour voir. Putain, mais t'es tripé, toi. Y a quelqu'un? Mais merde, mais ils t'ont filé quoi? Je fus soulagée qu'elle sache que j'aurais été incapable de lui fournir une quelconque explication sur mon cas. Pestant face à mon silence, elle repartit aussi vite qu'elle était apparue, mais dans l'autre sens, me laissant avec l'homme. Bonjour, je suis Dédé. Enfin, André. Il faut l'excuser, il refuse de lui passer une cigarette parce que hier, elle a essayé de mettre le feu à la table de nuit. Je crois qu'elle veut en finir. Dédé avait des yeux bleus qui avaient dû être beaux. Aujourd'hui, il était cerné de noir comme ceux des pandas. On racontait que les pandas avaient des taches noires autour des yeux parce que, suite au kidnapping de leur petite fille adoptive, Mowgli, inconsolables de chagrin, ils essuyèrent leurs larmes avec leurs petites pattes toutes salies de boue. Pour Dédé, c'était peut-être pareil. Avait-il trop pleuré? Toujours est-il qu'avec ses yeux durcis chinois, son nez qui prenait du volume et le rouge qui envahissait ses pommettes et ses joues via les capillaires de son système veineux, il me parut sympathique. Je m'adressai alors à lui, m'excusant pour aller fumer une cigarette. Si tu veux bien m'excuser, je vais fumer une cigarette et je reviens. L'histoire de la table de nuit qui flambait m'avait rappelé que j'étais fumeuse. Je me dirigeai naturellement décidée vers la porte d'entrée. Au moment où je m'aperçus qu'elle était verrouillée, je me rappelai que ma tenue était peu conforme à une vie en société. Je me trouvais en pyjama, partageant mon salon avec d'autres personnes dont aucun signe ne m'avait averti de leur présence. Accrochée à la poignée que je poussais ou tirais pour en trouver le sens d'ouverture, depuis le salon, Dédé, qui pouvait voir la scène, me lança. « Elle est fermée. Il faut que tu tapes, ils viendront t'ouvrir. » Résolu, je plaquai mon visage sur la vitre renforcée de fils d'acier et je m'exécutai. Je frappai la porte en utilisant un code. Je l'utilisais souvent dans mon village pour aller emprunter du sel ou des œufs chez mes voisins. Il m'annonçait sans conteste. Je récidivais 2 ou 3 fois cette mélodie, insouciante et sûre de mon fait. Mais les résultats se firent attendre. Je me demandais si mes appels étaient audibles de l'autre côté, ou bien étaient-ils ignorés puisque je voyais le personnel déambuler sous mon nez sans même me jeter un regard.
Cette nouvelle invisibilité, que j'aurais pu prendre positivement comme un super pouvoir, attisa plutôt ma colère, ma frustration, et je me sentis vexée. Je tambourrinais de manière la plus forte possible, désormais, dès que quelqu'un approchait. Puis, lassée et offensée, ma main continua de taper seule, de manière automatique, avec la régularité d'un métronome. Mon corps et mon visage s'avachirent de plus en plus dans une posture de désespoir. Au bout de 10 minutes, j'en avais même oublié pourquoi je frappais. L'objectif de départ avait disparu à cause de ma frustration. C'était désormais la curiosité et le sentiment d'asphyxie qui me poussaient par tous les moyens à vouloir voir cette porte s'ouvrir. Le temps s'allongeait de plus en plus, les secondes rythmées par ma main, qui tapait maintenant comme elle le sentait, un coup un code, ou un autre, rapide, lent, fort, un silence. Le constat a été clair, et je me rappelais ce que la femme m'avait dit, répondant a posteriori à une de ses propres questions. On ne pouvait pas sortir sans aide. Je dus me rendre à l'évidence, j'étais prisonnière. Mais enfin, la porte s'ouvrit. J'étais tellement énervée que la grosse femme en blouse blanche me commanda de me calmer sur le champ. Je gagnai à ses dépens quelques centimètres vers la liberté, de l'autre côté de la porte, la repoussant de mes postillons épais et collants. Putain, mais j'ai besoin de fumer, mais putain, mais qui m'a niqué mes affaires? La bave coagulée au coin de mes lèvres, mon haleine rageuse, ma bouche asséchée par les antidépresseurs surdosés et la colère intense qui m'habitait m'empêchaient d'articuler correctement, mais m'aidèrent à la faire reculer, malgré sa supériorité pondérale. Elle se vit perdre du terrain et marqua à nouveau son autorité en réitérant son ordre de me calmer. J'essayai de m'exécuter du mieux que je pus, et à la respiration suivante, je lui reformulai ma requête. Je suis sûre que j'avais des cigarettes, mais là je n'ai plus rien. Et puis tous les placards sont verrouillés. Alors je ne sais même pas où sont mes affaires. Je voudrais une cigarette. Elle me considéra silencieusement pendant un petit temps de manière hautaine et arrogante, au vu de mon état imposé de soumission, et me répondit enfin: Dans votre état, fumer va continuer à vous exciter. Retournez à votre place et si je retrouve vos affaires, je vous tiendrai informé. Sa grosse main se plaça au milieu de mes omoplates. La pression de ses doigts dans mon dos m'imposa un demi-tour et m'intima l'ordre de repasser à l'intérieur. La petite dame brune, à qui on avait aussi interdit de fumer un peu plus tôt, me vit entrer dans le salon. Elle pouffa. Puis elle se mit à rire. Elle se mit à rire vraiment quand elle remarqua ma mine déconfite. Et elle me lança au visage. T'as vu la grosse? C'est Sabine. Jamais vu femme plus conciliante et douce, non? Bienvenue au Ritz, ma fille. Je levai les yeux au ciel et soufflai. Me détournant d'elle et de ses sarcasmes, je longeai le couloir jusqu'à ma chambre, traînant ma frustration comme on traîne des pieds. Je m'allongeai. Je n'éclatai pas en sanglots. Pas une larme, pas un cri, pas de respiration saccadée. Au lieu de ça, je bouillonnais intérieurement, ne pouvant pas apaiser ma rancœur. Honte, humiliation, injustice, incompréhension, colère, dégoût, mais point de tristesse, point de grâce qui aurait pu me faire pleurer. Je ne me sentais même plus humaine.
On me traitait pire qu'un chien, pensais-je. Mes émotions restaient figées dans mon cœur. La captivité de mes sentiments à l'égal de ma claustration. Je n'eus d'autre choix que de me cantonner au mur de ma chambre, comprenant rapidement que toute forme d'expression serait interprétée comme une mutinerie et que, vraisemblablement, ils avaient les moyens de me faire taire. Le silence fut brisé par un lourd trousseau de clés qui se rapprochait. Quelqu'un cogna fort à la porte de ma chambre. Je n'eus pas le temps de répondre qu'elle s'entr'ouvrit et j'entendis une voix féminine stridente et aiguë m'annoncer « Mademoiselle Chrysaine, levez-vous, la directrice veut vous voir, allez, je vous attends, allez, allez !» Je suivais la blouse blanche à la voix haut perchée dans le couloir, puis derrière la lourde porte. Comme hypnotisée par les sons, des clés frottées les unes contre les autres, rassemblées dans sa poche droite. Qui tintait dans le déhanchement de sa marche. Ses sabots de plastique adhéraient sur les dalles de lino comme autant de ventouses de poulpe qu'on aurait voulu obliger à se détacher d'un support. Les chaussons de PVC s'arrêtèrent et son index pointa une chaise dure qui trônait là. La chaise du condamné, seule sur la place d'exécution, cerclée de bureaux fermés. Je me résignai à m'y asseoir, puisque c'était ce dont la main m'avait intimé l'ordre. Une charnière grinça enfin, après un moment qui me parut interminable et pendant lequel mon cerveau avait cherché à savoir pour quel crime on allait m'exécuter. La porte s'ouvrit plus grand, laissant voir clairement une table derrière laquelle on devinait une chaise rigide, mais je ne vis personne dans la pièce. Ma stupéfaction fut grande lorsque je découvris, en pénétrant plus avant dans la salle, les 3 singes de la sagesse qui trônaient là, tels des funambules suspendus sur un fil. J'étais entré à mi-parcours quand je sentis une présence derrière moi. Je me retournai, hésitant à quitter des yeux les chimpanzés coquins pour éviter qu'ils ne tombent. C'est alors que je la vis, accrochée à sa poignée, l'accompagnant jusqu'à sa position fermée. Elle était là, toujours collée à sa crémone. L'horloge Napoléon était là aussi. Ma psy, mon zombie, celle que j'avais décidé de plaquer pour son incompétence à m'aider. L'entretien stérile dura presque une demi-heure. J'essayais d'être aimable et lui disais des blagues sur les bons moments passés dans son ancien cabinet, sans trop lui poser de questions intimes sur les raisons de ce déménagement. Je la caressais dans le sens du poil, cachant mon désarroi et mon malaise de savoir que c'était sur elle que reposait mon salut. J'observais jour après jour les méthodes et les habitudes de la maison. J'essayais de comprendre les règles afin d'en tirer le maximum d'avantages. J'avais réussi à force de politesse à obtenir mes cigarettes et mon briquet et bientôt l'autorisation de sortir prendre l'air dans ce qui pouvait être considéré comme le jardin. Il m'avait aussi laissé mon carnet et un crayon gris type HB. Je passais la plupart de mon temps à dormir, sinon à griffonner des croquis ou à gratter de grandes pensées sur le papier. Il m'avait finalement changé de section. Je passais donc en zone libre, ce qui signifiait que j'étais sortie du bocal, de la zone d'isolement et que j'étais dorénavant de l'autre côté de la porte blindée. En réalité, c'était pire. J'avais peur des autres, je les trouvais tous bizarres et en aucun cas je me résignais à leur ressembler. C'était un étrange univers auquel je refusais d'appartenir. Je vivais dans l'angoisse qu'on me pique mes affaires.
Hommes et femmes étaient mélangés, ce qui ne me sécurisait pas. J'avais la chance d'occuper une chambre avec une autre jeune femme, simplette, vraisemblablement retardée pour son âge. Plus gentille que dangereuse, elle ne m'effrayait pas. Mais l'ambiance générale m'influençait profondément et je restais constamment sur mes gardes. Dans cette zone ouverte, on autorisait les résidents à porter autre chose que le pyjama bleu obligatoire. Il y avait notamment un homme, la trentaine, qui avait des cicatrices plein le visage. Ce type-là, un grand brun, avait dû être vif, brutal et colérique, ça ne faisait aucun doute. Ses yeux noirs, ses cheveux bruns coiffés en arrière et plaqués comme ceux des parrains italiens, son pantalon et son sous-pull foncé en plein été ne me rassuraient pas non plus. Le plus saisissant était que, bien que l'on puisse clairement sentir sa violence, deviner à sa face scarifiée qu'il avait dû être coutumier des bagarres de rue, j'avais face à moi un être humain anesthésié, shooté à mort, ramolli. De ce passé qui transpirait ne subsistait que son regard opaque et désormais un peu transparent aussi. Il passait la plupart de son temps à regarder par la fenêtre à barreaux, ne desserrant jamais les mâchoires, et heureusement car, quand je croisais son visage et ses orbites vides, il me glaçait le sang. Partager la salle télé était donc devenu carrément insupportable. À leur contact, je développais des pulsions violentes, ou peut-être défensives, qui m'insufflaient l'envie de frapper les autres. Il me vint alors l'idée saugrenue de coller mon oreille contre le mur, histoire de canaliser mon agressivité naissante. Plusieurs heures par jour, j'écoutais fixement les sons à l'intérieur du mur. Les soignants avaient observé mon manège. La directrice, qui ne sortait que très rarement de son bureau de peur de se faire étrangler, passa une tête dans la salle télé à ce moment-là. Elle me vit, oreille droite plaquée contre le mur, et s'avança doucement vers moi. Je perçus qu'elle ne me craignait pas, me connaissant assez pour savoir que je ne lui poserais pas de problème. Non, je sentis plutôt qu'elle éprouvait de la pitié à mon endroit. Cet apitoiement que je haïssais. Elle vint doucement tout près de moi. Même quand elle fut juste à côté, je ne bougeais pas, totalement concentrée sur cette posture qui consistait à ne jamais décrocher mon oreille du mur le plus longtemps possible et à conserver le regard fixe. Lorsque son nez toucha presque le mien, elle posa à son tour son oreille sur la paroi froide. Nous nous retrouvâmes l'une face à l'autre, mon profil droit écoutant le béton et elle me singeant maladroitement en miroir. Nous restâmes comme en suspens, silencieuses pendant quelques secondes. Puis ses lèvres se mirent à vibrer et elle me murmura: « Mais Sophie, il n'y a rien à entendre dans ce mur. » Je pris une profonde respiration, ouvrant de grands yeux d'étonnement, mes lèvres s'incurvant vers le haut comme un rictus de satisfaction, reconnectant instantanément mon regard dans le réel comme un pied de nez face à son attitude des plus surréalistes. J'avais envie de rire, mais n'en fis rien, car cela n'aurait pas été correct. Puis je chuchotai à mon tour: « Oui, docteur, et ça fait des heures que ça dure. » Elle se décolla lentement, sa bouche pincée, depuis qu'elle avait compris ma réponse. Une certaine vexation transpirait dans l'expression de ses traits. Elle quitta tranquillement la pièce et moi, je me rassis sur une chaise de la grande salle télé avec les autres. Intérieurement, je me délectais de cette scène que j'avais engendrée, riant en silence de cette blague psychiatrique. 30 minutes plus tard, Sabine et l'autre infirmière vinrent me détacher de mon émission.
N'attendant pas le générique de fin, elles me demandèrent de les suivre. Elles m'injectèrent le contenu d'une seringue, puis m'aidèrent à revêtir la tenue bleue. En quelques minutes, je me retrouvais de nouveau dans le bocal derrière l'unique issue. Je ne sus pas si ce fut l'injection ou le fait de pouvoir terminer mon feuilleton sans être perturbé par les bruits du mur, mais je me sentis soulagée et tranquille. Je m'endormis. Plus tard, je relus mon carnet de notes à la page de ce jour. Je ne me souvenais plus d'avoir écrit ces mots et je ris une fois de plus en me remémorant la scène. Cette fois, je ris à haute voix puisque, étant la seule occupante de la zone, je ne dérangeais personne. Dans un asile psychiatrique, la différence entre un interne et un interné n'a que l'épaisseur d'un accent aigu. Parfois, entre deux sommeils, je me faisais réveiller par des visites. C'étaient eux, mes parents, mon frère, ma sœur, quelques proches rares, des fous sûrement. Ils faisaient bonne figure comme si j'étais là pour une appendicite. En fait, ils ne savaient pas, eux non plus, de quoi je pâtissais. Quand ma mère avait voulu en savoir plus sur ce mal qui me tourmentait, l'institution psychiatrique lui avait répondu que, comme j'étais majeure, cela ne la regardait pas directement et l'avait ainsi évincée de toute décision me concernant. Ils m'apportaient, lors de leur visite, des revues scientifiques spécialisées, la recherche, science et vie, dont celle que j'avais entamée la semaine précédente et qui titrait Où en est-on avec le sida? Outre la culture et les idées, il m'apportait aussi des gourmandises ou des vêtements. Comme il faisait encore beau en cette fin d'été, on sortait se promener dans le petit jardin. Enfin, ça n'avait rien à voir avec les beaux parcs des asiles des films américains. La promenade des fous à la française était constituée d'une dizaine de chaises en plastique grisées par les pluies et les ensoleillements successifs, éparpillées sur ce qui vraisemblablement avait été jadis un parking. Le revêtement goudronné et les lignes de peinture montraient des signes de vieillissement, mais on y reconnaissait facilement le marquage d'anciennes places de stationnement. Le macadam craquait çà et là sous la force primitive des bébés végétaux qui pointaient leurs tiges un peu au hasard dans la zone. Nous nous asseyions tous les 5 comme nous pouvions, évitant soigneusement les chaises cassées. Nous ne nous disions rien. Que pouvait-on dire dans ces cas-là? D'autant que la moindre parole devenait pour moi un brouhaha infernal à l'écho infini et douloureux. Leur visite terminée, ils me raccompagnaient silencieusement jusqu'à ma chambre, bravant les assauts des autres pensionnaires qui leur quémandaient des cigarettes ou de la considération. Je faisais semblant d'être calme et normal quelques instants, feuilletant un magazine comme je le faisais toujours chez moi. À peine avait-il quitté les lieux que je sombrais instantanément dans le sommeil, comme épuisé d'avoir fait un effort social en leur tenant compagnie 10 minutes. Les visites ne me réconfortaient pas. Mon cœur était verrouillé par les drogues dont on me gavait et ne laissait plus entrer aucune lumière. Je ne me sentais pas à ma place, emprisonnée sans raison. J'avais le sentiment de subir une injustice. L'idée de m'échapper émergea irrépressiblement et je l'envisageais désormais comme la seule alternative de survie. J'avais présenté à plusieurs reprises ma demande de sortie à la directrice que je connaissais pourtant intimement, mais elle m'avait renvoyé autant de fois la même réponse énigmatique. Il va falloir apprendre à formuler correctement votre requête.
Premièrement, on ne m'avait aucunement consulté pour me retenir ici, et deuxièmement, ma formulation était correcte, tout du moins à l'égal de la manière dont on me traitait. Avec ce qu'il me restait de cerveau fonctionnel, j'échafaudais donc un plan simple d'évasion. J'ai agrémenté mon bas de pyjama réglementaire d'un sweatshirt que mes parents m'avaient apporté. Ma coquetterie et mon optimisme avaient dû résister aux effets anesthésiants des traitements, car je pris le temps de remarquer avec satisfaction que les tons étaient assortis. Ma situation de patiente en psychiatrie m'autorisa même à croire que cette tenue était passe-partout. La préparation de mon plan ainsi achevée, je me dirigeai par l'ascenseur dans le jardin des visites. Je me mis à paniquer quand, après plusieurs allées et venues, je ne retrouvais toujours pas la sortie et ne me heurtais qu'à des portes closes. Je me situais dans une aile totalement vide de l'hôpital, sans accès vers l'extérieur, comme s'ils avaient vidé les locaux le temps de ma sieste. Ils en étaient capables, me disais-je. Cette situation anxiogène me démontra qu'un complot était bel et bien en cours sur ma personne et confirma mon besoin vital de fuir. Je me hâtai, de peur qu'ils ne me rattrapent. Ils étaient très efficaces et avaient transformé à une vitesse fantastique un institut en activité, en zone désaffectée. Il fallait que je fasse vite. Je retournai sur mes pas dans mon euphorie quand j'aperçus au-dessus de l'ascenseur une inscription qui mentionnait étage +1. J'étais au premier. Je retrouvai aussitôt le sens de l'orientation et fonçai vers le niveau 0, descendant l'escalier à grandes enjambées. Je courus en catimini dans le long couloir pour éviter d'attirer l'attention des snipers, dont je devinais le canon pointé sur moi dans les serrures des nombreuses portes qui bordaient mon chemin vers la liberté. J'accélérai discrètement le pas, retenant ma respiration et fermant les paupières, à chaque fois que je devais passer devant une nouvelle porte. Je parvins alors à la dernière, celle qui portait la mention Exit, en lettres vert lumineuses. Je la poussai. Elle pivota sous ma pression. J'entonnai presque automatiquement un ouf de soulagement interne. Je ne pus respirer enfin que lorsque mes yeux reconnurent le jardin. Il n'y avait désormais plus entre mon salut et moi qu'à peu près 10 kilomètres jusque chez mes parents, rien d'insurmontable. La cour n'étant pas clôturée, rien ne m'empêchait alors de rejoindre la route. Le soleil brillait toujours, ce qui était de bon augure pour la suite de mon aventure. Un instant, la pensée de devoir m'échapper de quelque part me fit une peine acide. C'était comme reconquérir ses droits légitimes d'être libre. L'absurdité de cette situation ne faisait qu'entretenir mes délires de persécution. J'étais littéralement en train de m'évader de prison. Mais pourquoi? On m'en veut? Je suis une criminelle? Une deuxième ombre se détacha sur le macadam gris clair. Bizarrement, cette apparition, loin de m'effrayer, m'apaisa. Je tournai la tête et vis rayonner une figure familière, celle de mon grand-père. Son silence, sa respiration de yogi, son calme, me firent oublier mon questionnement sur la voie qui l'avait conduit jusqu'à moi. C'était bien la seule personne que j'avais plaisir à voir dans ces circonstances. Comme si sa sérénité manifeste m'avait soulagé d'un seul coup. Mes barrières étaient descendues instantanément. Soudain, je n'eus plus peur. Sa douce et forte présence avait même réussi à me refaire expérimenter un peu de bonheur et me fit occulter mon projet d'évasion. Il était là, sur le perron, me souriant, plus compatissant que n'importe quelle personne que j'avais pu voir depuis que j'étais officiellement folle. Je sentis qu'il n'était ni méfiant ni abattu, contrairement à mes autres visiteurs.
Il semblait me considérer comme il l'avait toujours fait. Il regardait sa petite fille et non une malade. Cela me fit du bien. Nous nous sommes assis côte à côte, à même la marche en pierre taillée du perron. Nous n'avons pas parlé. Nous avons profité des rayons du soleil. Je ne m'étais plus sentie aussi vivante depuis bien longtemps. J'étais redevenue l'enfant qui l'impressionnait tant. La taille de ses mains, l'épaisseur de sa cage thoracique, cette force tranquille des hommes qui ont connu la résistance à la guerre. J'étais émue et je me sentais bien, mais pas au point de réussir à pleurer sur mon sort. Mes yeux restaient invariablement secs, comme s'il n'était pas prudent de m'apitoyer sur moi-même. Je pressentais que j'aurais besoin de la force du guerrier pour m'en sortir. Mon cœur avait automatiquement interdit tout sentiment de faiblesse, préservant toute son énergie vitale à la conquête de ma survie, et pleurer n'était plus une option envisageable. Je me rendis compte que, dans de telles circonstances, mes yeux auraient dû s'humidifier de larmes. Son aura bienveillante me permit d'entrevoir que j'étais dans une très mauvaise situation et me donna la lucidité et la force d'affronter le temps d'un instant cette nouvelle donnée. J'étais soudainement redevenue docile. Au bout d'un long moment de contemplation du parking, nous nous levâmes silencieux. Il rentra, je fis de même.